des semaines que ça me travaille, c'est quoi le livre From Hell derrière toi, Karim? From Hell, c'est un chef-d'œuvre. C'est une bande dessinée de Alan Moore qui est absolument merveilleuse, qui parle de Jack l'Éventreur. C'est une version de Jack l'Éventreur écrite par Alan Moore. C'est absolument merveilleux. Ça a été adapté, mais plutôt mal, par les frères Hughes avec Johnny Depp. Mais par contre, le bouquin est absolument merveilleux et sublime. C'est une recommandation de lecture assez impérative, au même titre que tous les trucs de cette époque-là d'Alan Moore. C'était absolument toujours fantastique. Merci à toi, Dasporal, pour le sub de niveau 1. Merci à toi, Jamzi79, pour le sub également. Vous êtes très généreux, vous déchirez. Et oui, Alan Moore, c'est Dieu pour moi. Ça a été mon auteur de BD préféré au fil de ma vie. Akira, me dit-on. Akira en majuscule. Akira, chef-d'œuvre, absolument incroyable. Pour tout vous dire, d'ailleurs, tiens, les deux sujets fusionnent. Mes deux bandes dessinées préférées sont Watchmen et Akira. Évidemment, je ne fais pas du tout dans l'original, mais j'en ai rien à foutre. Ça a été vraiment deux énormes chocs de ma vie. Watchmen et Akira. Voilà, Alan Moore, trop bien. V pour Vendetta est superbe, effectivement. La Ligue des Gentlemen Extraordinaires est merveilleuse aussi. From Hell est magnifique, même si dessiné avec 3 petits points talent. Tu trouves pas ça beau? Parce que c'est un peu griffonné en fait. C'est très pen and ink et c'est très brouillon un peu les dessins de From Hell. C'est ce qui permet. Je vais pas le sortir parce que j'ai peur que tout se casse la gueule en fait. Mais du coup, ça permet. Il y a beaucoup de dessins en fait aussi. Moi, je trouve que c'est une ambiance absolument sublime. Voilà. Perfect Blue, c'est fantastique aussi, effectivement. Alan Moore est un putain de génie. Dommage qu'ils veulent plus faire de comics. C'est vrai, j'ai pas lu son bouquin monumental, là, Jérusalem, je sais plus comment il l'appelait. Mais il a fait un énorme livre apparemment assez ouf que j'ai pas lu. Et effectivement, c'est un peu triste qu'il fasse plus de BD. Après, moi, je lui souhaite le meilleur et moi, je m'en fous tant qu'il est heureux. Alan Moore, quand tu fais un truc genre Watchmen, V pour Vendetta, machin, etc., en vrai, t'as le temps de... Moi, t'as gagné. Je t'aime. Je t'aime, Alan Moore, je t'aime de tout mon cœur. Merci à toi. Offleur78 pour le problème, tu déchires. Il n'y a pas de problème. Il peut faire ce qu'il veut, Alan Moore. Il peut juste prendre sa retraite et juste vivre de royalties, ce qu'il ne fait même pas, puisqu'il refuse de toucher de l'argent sur ses adaptations. Mais j'ai tellement un respect, une sympathie pour le mec. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Alan Moore, ça a pas l'air d'être le mec le plus heureux du monde. Ouais, mais il y a eu plein de... Mais en même temps, t'as vu ce qu'on fait à ses œuvres, quoi, putain. C'est quand même fou. Le mec, il dit, s'il vous plaît, le faites pas. Il dit, je vais pas vous faire chier si vous le faites, mais le faites pas, ça me fait chier. C'est moi qui ai fait le truc de base. J'en ai marre de vos versions nulles que vous me faites. Et il continue, les gars, quoi. Il continue. Des mecs, mais je sais que Watchmen, les gens ont adoré et tout. Moi, je trouve ça horrible. J'ai pas du tout aimé Watchmen. J'ai pas du tout aimé ce qui a été fait sur la série. La série télé, je parle. Je suis très fan de la BD de base. Je n'aime pas du tout la version de Lindelof. Je trouvais incompréhensible pour moi. C'est même pas, c'est un truc, ça n'a rien à voir avec le bouquin. Karim, tu peux arrêter le live, s'il te plaît, mais c'est méchant. J'arrive pas à faire autre chose si le live est on. Bon, c'est mignon. Ça a commencé comme un truc méchant et c'est mignon. Là, il y avait une claque qui arrivait sur ton visage et oh non, c'était un bisou. Voilà, merci beaucoup à toi, c'est très gentil. Putain, il a fait Killing Joke aussi, Quel Prince, bien sûr. Il a fait plein de trucs, Alan Moore. Il y a plein de BD, des trucs pas connus. Même des trucs genre Jack Be Quick. Je sais pas si vous connaissez Jack Be Quick. Petite BD avec un gosse qui a des super pouvoirs de ouf. Elle est merveilleuse. C'est beaucoup moins... voilà, vous comprenez? Mais c'est superbe aussi. Merci à toi, Benou Pobi, pour le 2e WhatsApp, tu déchires. Voilà. Monsieur Black Baba, je dodge rien du tout. C'est juste ça va vite et du coup, j'essaie de lire. Tu as vu le dernier film de Quentin Dupieux? Non. T'as pensé quoi du film Watchmen de Zack Snyder? Je trouve ça mieux que la série. Mais il y a quand même des grosses incompréhensions par rapport à ce qu'est la BD. Et après, voilà. Il y a un moment, il a dit ça ne sert à rien d'adapter ça. J'ai envie de dire le faites pas. Après, je suis pas du tout à dire moi je préfère que les choses existent. Voilà. Merci beaucoup à toi Nitro Francis. Mais vous ici à 7h, et oui, il est un peu tard effectivement, mais pourquoi? Parce que j'étais en train de manger un succulent risotto aux champignons. Qui était absolument merveilleux. Voilà, donc je suis là un peu plus tard que d'habitude. Même la Director's Cut de Watchmen, bonne BO, mais mal utilisée Watchmen. Non, la BO, je trouve que ça va. Je trouve que c'est bien. J'aime bien le choix de Times They Are Changing de Bob Dylan comme générique. Je trouve ça vraiment chouette. L'utilisation d'Alléluia, elle est pas ouf. Elle est un petit peu cool. C'est pas ouf, quoi. La blague est un peu nulle. Il y a un côté trop méta, et en fait, les personnages sont vraiment très héroïsés dans la version de Watchmen de Zack Snyder, pardon, dans la version long métrage.
il y a un côté, en fait, c'est pas cool qu'ils aient vraiment des pouvoirs, en fait. C'est-à-dire que, à part Dr Manhattan et la scène évidemment où Ozymandias chope la balle, mais celle-là, elle est un peu bizarre aussi dans la BD. Mais merci à toi Brebis pour le Prime. Mais le truc en fait, c'est que il y a des trucs que j'aime vraiment beaucoup dans le Watchmen de Zack Snyder, le casting, c'est-à-dire le fait qu'il ne soit pas allé vers des personnages connus, justement pour donner des incarnations un peu nouvelles, des nouveaux visages de cinéma aux personnages, ce qui est assez similaire avec la démarche d'Alan Moore, même s'il voulait reprendre des persos du Silver Age de DC, il a fini par créer des personnages complètement nouveaux, donc c'est des nouveaux personnages, nouvelles incarnations, et donc il prend quand même... C'est un gros budget, risqué. Merci beaucoup à toi, tout le cast, pour ton 3e mois de sub. Tu me dis, qu'est-ce qu'il fait avec sa carrière, The Rock, sérieux? Alors, on va reparler de The Rock après, si vous voulez. Mais là, attends, je suis sur Watchmen, je reviens. Mais du coup, ouais, il y a un très bon choix de casting. Effectivement, vous citez Jackie Earle Haley, Rorschach est vraiment très bien casté. Mais tout le monde, globalement, est vraiment très bien casté, je trouve, dans le film. Il y a une esthétique qui est pas débile parce qu'elle est vraiment très littérale, proche esthétiquement de ce qu'est le comics. Sauf que le comics, c'est un comics des années 80, donc il est très stylisé et très maniéré dans le choix des couleurs, notamment dans les harmonies, ce qui se retrouve du coup dans le film. Mais moi, le reproche quand même qui est important, qui n'est pas un petit reproche que j'ai à faire au film de Snyder, est que les personnages ne sont pas du tout ce qu'ils sont en vrai, quoi. Parce que du coup, en fait, le fait que même le comédien puisse péter des murs à main nue, ça change tout le paradigme de ce qu'est Watchmen. Et le fait que que Silk Spectre et le hibou prennent des poses ultra stylisées, etc., ce n'est pas une façon, je trouve, pertinente de montrer ces personnages dans un film Watchmen. Parce qu'en fait, ils sont montrés du coup dans le film comme eux imaginent être. Je pense que le hibou, quand il casse des gueules, en fait, il s'imagine au ralenti, hyper classe, avec sa cape qui vole au vent, machin, etc., comme Snyder le montre. Je trouve que c'est une mauvaise idée de point de vue, parce que c'est pas ça que donne à voir la bande dessinée. Donc, il y a cette énorme... Et les gens qui vous disent c'est fidèle à la bande dessinée, en fait, disent pas complètement vrai. C'est esthétiquement, il y a des trucs qui sont un petit peu proches, mais en fait, ça change vraiment dramatiquement, je trouve, le sens de ce que tu montres. Le fait juste de renverser cette idée des personnages qui sont assez pathétiques dans la BD et qui deviennent vraiment très héroïques dans le film. Mais c'est quand même, au moins, il comprend à peu près de quoi ça parle, contrairement à la série télé, qui fait des contresens de ouf sur le sens des choses. Moi, ça me rend ouf. Moi, j'ai vu le truc, j'ai fait non, mais... Puis après, c'est Lindelof, je ne comprends pas, quoi. Je ne comprends pas du tout son délire, quoi. Je comprends pas. Pour moi, la série Watchmen, elle est hors sujet. Genre, c'est hors sujet. C'est tu rends un truc, on t'a demandé, ta prof, elle t'a dit, tiens, tu me fais un exposé sur la région des Appalaches, et t'arrives avec une tarte aux pommes. Et le pire, c'est que les gens, ils ont mangé la tarte aux pommes, ils ont fait, c'est pas mal, c'est plutôt bien équilibré comme tarte aux pommes, il y a un joli odeur de cannelle. Mais oui, mais c'était pas le... Qu'est-ce que c'est quoi, en fait? Qu'est-ce que tu essayes de raconter vraiment avec le truc? Enfin, voilà. Ça m'a rendu ouf. Donc, ce qui est intéressant, et le truc vraiment, si vous voulez, là où Lindelof, en fait, genre, ça m'a saoulé. Le projet Watchmen, la série, elle m'a saoulé. Mais le truc qui m'a vraiment fait vriller vers je n'aime pas ce projet, je n'aime pas ce qu'il représente, je n'aime pas ce qu'il est, c'est le fait qu'il l'ait appelé Watchmen. C'était quoi le problème avec le fait de l'appeler Watchmen, la série de Watchmen, je sais pas, alternative cut, n'importe quoi. Il l'a appelé Watchmen. Ce qui fait que pour nombre de gens, parce que la série a cartonné, du coup en 2019, tout le monde en parlait, 2020 je sais plus, tout le monde en parlait, et du coup par conséquent, pour plein de gens en fait, Watchmen c'est ça, quoi. Et tu fais non, alors déjà c'est pas ça, et en fait c'est vraiment beaucoup plus intéressant, quoi. C'est vraiment beaucoup plus intéressant. Donc lisez Watchmen, vraiment, lisez Watchmen, quoi. Si vous avez aimé la série, mais en plus je peux même pas dire si vous avez aimé la série, lisez la BD, parce que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais oui, la série est cool et n'a rien à voir avec l'original. Oui, mais en fait, je vais vous dire, ça n'a rien à voir avec l'original. En fait, c'est quand tu connais vraiment la BD Watchmen et que tu regardes la série, c'est difficile de pas se dire putain, on dirait qu'on a donné le projet à un enfant. Parce que si c'est une série sur les violences, le racisme aux États-Unis et tout, le suprémacisme blanc, c'est cool. Mais le truc, c'est que
Watchmen parle pas de ce truc très restreint, occidental, cloisonné dans le monde de l'Amérique. En fait, Watchmen parle même pas vraiment de l'Amérique. Watchmen parle il y a des considérations en fait vraiment spirituelles, mais vraiment genre métaphysiques en fait dans Watchmen qui vont toucher à des réalités humaines très profondes qui peuvent s'adapter à peu près n'importe qui. Je pense c'est pas un truc sur la société américaine en fait. Et moi je comprends qu'on me dise que la série Watchmen est une vision intéressante de comment la société américaine existe dans les années 2020 et le pourquoi du comment machin etc. Je trouve ça très intéressant, mais en fait non seulement c'est pas le propos de Watchmen, mais ça encore on peut me dire mais c'est pas censé être fidèle, c'est pas parce que c'est une adaptation que ça devrait être fidèle, ce qui est aussi vrai, mais le problème c'est que du coup en fait les thématiques qui sont abordées sont vraiment anecdotiques par rapport à ce dont parle Alan Moore dans le comics quoi. C'est-à-dire que quand en fait t'as une conversation où c'est genre parce que Dr Manhattan, ce que représente Dr Manhattan, tout le nihilisme, c'est pas nihilisme, mais le fait que Dr Manhattan prenne conscience de à quel point l'être humain est insignifiant et donc se barre sur Mars pour aller construire des structures de matière qui sont complètement dingues et qui effectivement de façon absolument objective sont plus intéressantes que nos atermoiements et ce que nous on vit dans notre quotidien quoi. C'est ça, en fait ça parle de choses vraiment comment dire, assez vertigineuse par rapport à notre condition humaine, à ce qu'on ressent et tout. C'est pas genre, hey, je vais vous documenter sur un truc peu connu de l'histoire des États-Unis. On n'est pas en train de... Enfin, c'est genre, en fait, c'est beaucoup plus intéressant que ça, vraiment, la BD Watchmen. Donc, si vous ne connaissez pas du tout l'univers Watchmen, la BD est l'horizon indépassable qui ne pourra pas être égalé de toute façon par une adaptation. C'est vraiment un chef-d'œuvre pour de vrai. Les gens en parlent régulièrement comme une œuvre absolument incroyable et tout, mais ils ont raison, en fait. C'est vraiment un chef-d'œuvre qui est vertigineux, qui parle, oui, de politique, c'est-à-dire qui parle, en l'occurrence, de la guerre froide, parce que c'est une uchronie, etc. Donc, ça parle de la politique actuelle de l'époque où ça a été fait, mais ça va vers des choses qui sont beaucoup, beaucoup plus vertigineuses et beaucoup plus profondes sur ce que c'est que l'expérience humaine en fait. Ce que la série de Lindelof n'en a rien à foutre. La série de Lindelof, c'est bon on va raconter une histoire sur des méchants racistes aux États-Unis et je les emmerde, hein, c'est tout à fait clair. Et c'est très bien de le dire, c'est très bien de parler de ça dans une série et tout, mais c'est juste qu'en fait, quand tu t'attends à une adaptation d'un truc que tu as trouvé, qui t'a fait te questionner sur le sens de ton existence et des trucs comme ça, et tu te retrouves avec un mec qui te dit mais il s'est passé ça en 1920, machin et tout, tu te souviens? C'est vachement important, hein, n'oublie pas. Et tu fais, je sais, c'est vraiment très important et tout, je le prends pas comme une blague. Je dis juste que là, en fait, on était en train de parler du sens de la vie. Est-ce que tu as vraiment envie d'arriver avec un discours sur la politique américaine? Et c'est du coup, en fait, le fait que Lindelof soit un Américain, si je ne me trompe pas, il est américain, il est états-unien, quoi. Parce que Alan Moore, c'est un Anglais, en fait, qui du coup fait se passer son histoire aux États-Unis et qui permet une dimension assez internationale. C'est que, enfin, dans la BD, en fait, Alan Moore se pose des questions sur l'équilibre des pouvoirs dans le monde actuel, sur la planète entière. Donc il parle du monde en fait, et du coup le fait d'avoir des Américains qui parlent de leurs problèmes d'Américains spécifiquement là parce que c'est le sujet important du moment, et c'est vrai que c'était le sujet important du moment quand il en parlait, ça fait un truc très actuel et très renfermé sur le truc qui fait que ça pourra jamais être autre chose que l'incarnation de problématiques importantes du début des années 2020. Ça pourra pas être une œuvre universelle importante, pour moi, hein, c'est mon opinion, comme la BD Watchmen de base. Pourquoi tu voudrais avoir une série qui a les mêmes propos du film? Alors je parle pas du film, je parle de la BD. Autant partir sur un autre sujet dans le même univers, parce que le premier film traite aussi énormément de la politique américaine. Je parle pas du film. Le film, c'est une version rigolote de la bande dessinée en fait. Je parle vraiment de la BD. Hein. Et la BD, oui, parle de la politique américaine comme un prétexte, en fait, pour remettre les humains un peu à leur place aussi, quoi. Il y a cette idée-là Et puis, il y a une incompréhension des personnages, quoi. Moi, dans la série Watchmen, c'est vrai qu'il y a une incompréhension de ce qu'est Ozymandias, mais qui fait que en fait, tu te dis, mais le mec a voulu à ce point, il est parti sur l'idée de faire une adaptation d'une BD. D'accord? Et il va y consacrer énormément de temps, Lindelof, à l'adaptation de cette BD. Donc tu dis, il y a forcément des choses qui t'ont intéressé dans cette BD, dans le sens qu'elle a, quoi. Et en fait, quand il commence à te montrer les personnages que du coup il a dû lire dans la BD d'origine, etc., et qui commence à te les montrer dans des situations, etc., tu fais, mais comment tu te les as imaginés comme ça, en fait, en lisant la BD? Parce que du coup, effectivement, ça n'a plus aucun sens, quoi. Le personnage d'Ozymandias n'a aucun... Et Dr Manhattan... Enfin... Merci beaucoup à toi, Ortren, pour le deuxième mois de sub, tu déchires. Parce qu'en fait, c'est pas un délire de puriste dans lequel je suis. Il faut bien que vous compreniez ça. Moi, j'ai pas de problème avec le fait qu'on se dise, on va transformer les personnages en autre chose. J'ai pas le culte des personnages, en mode ne touchez pas à mon Rorschach, ne touchez pas à mon Docteur Manhattan. C'est pas du tout ça. C'est juste qu'en fait,
ça m'a fait vraiment la sensation de quelqu'un qui n'avait pas du tout compris une œuvre de base et qui essayait d'en donner son point de vue, en fait. Et où tu lui fais, mais attends, t'as vraiment... Parce que là, en fait, il y a des trucs... Après, peut-être que je suis un peu relou avec ça, parce que c'est vraiment une BD qui me tient à cœur. Ça, je vous l'accorde aussi. Merci à toi, Lila Biche, pour le Prime. Tu déchires. Mais j'avais vraiment l'impression d'être devant la série, d'être devant une adaptation d'un mec qui avait rien compris. C'est comme si je faisais Akira, mais que en fait, Akira, ça parle de mes problèmes en banlieue quand j'étais jeune, quoi, dans le 9-2. Mais ça n'a rien à voir. Mais c'est juste de temps en temps, il y a Tetsuo, en fait. Il est là. Il n'est pas du tout comme dans la BD Akira, mais il est là. Il s'appelle Tetsuo. Il y a une suite de... Ouais, en fait, je me suis reconstitué et tout. Et du coup, mais il faut qu'on discute de tes problèmes de jeune rebeu de banlieue en 92, quoi. En fait, en faisant ça, je me sentirais vraiment un ego démesuré. J'aurais vraiment un truc à me dire, mais c'est beaucoup plus... vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Genre, il y a une... Genre, c'est hyper chelou, en fait. Ça voudrait dire que j'imagine que mes problèmes à moi et ma vie et la vie de mon pays à un moment donné est aussi important qu'une œuvre que je respecte suffisamment pour y consacrer 2 ans de ma vie dans une adaptation, quoi. Ce qui n'est pas le cas. Donc, en fait, c'est comme si j'arrivais en fait, dans une conférence avec justement des physiciens qui discutent entre eux, qui sont là en train de dire « Ouais, bon, on va réfléchir sur vraiment le sens de ce que c'est que la perception humaine. » Et ils développent un propos hyper intéressant, passionnant sur ce qui fait de nous des êtres humains. Enfin, voilà, quelque chose de vraiment de profond et d'intéressant. Et pendant tout le truc, tu te dis « Putain, j'avais jamais entendu quelque chose qui, à ce point, me fait causer. » Et soudainement, dans la salle, t'as un mec qui se lève, il fait « Ok, mais est-ce qu'on peut parler un peu de mes problèmes ?» Et tu fais « Oui, on peut, c'est aussi un truc. Je suis sûr que t'as des vrais problèmes. Que ta société, elle tourne complètement au ralenti, qu'il y a des problèmes avec le capitalisme dans ton pays, que vraiment les États-Unis sont en décrépitude. Oui, je comprends. Je comprends qu'il y a des problèmes et que tu as envie d'en parler. Mais c'est juste là, en fait, on était en train d'essayer d'avoir des trucs vraiment... Enfin, je sais pas. Je trouve que c'est vraiment terrible. Mais j'aime pas du tout. J'aime pas la série Watchmen. Et je sais qu'elle est hyper appréciée. Moi, ça m'a rendu triste, en fait, quand j'ai vu ça, parce que j'étais ouvert, en fait. En vrai, j'étais pas en mode, ouais, touche pas à mon œuvre et tout. Je suis jamais comme ça. Quand on me propose un truc, genre Watchmen adapté, hop, HBO, série télé, ça a l'air plus sérieux, ça a l'air mieux fait, il a l'air d'avoir mieux compris et tout. J'y vais avec vraiment le cœur léger, en me disant ouais cool, je vais voir un truc sur une licence en plus que j'aime bien, voyons son interprétation. Je m'attendais pas à voir la même histoire d'Alan Moore. J'avais compris l'idée de on fait se passer ça dans le même univers, mais on raconte une autre histoire, concept intéressant. Mais ce que je m'attendais pas du tout à voir quelque chose, une œuvre qui se regarde autant en fait. C'est-à-dire que je m'attendais pas à voir un truc qui parle que de lui. Je m'attendais vraiment, parce que je pensais qu'il avait compris ce truc-là. Mais du coup, je comprends tout à fait pourquoi Alan Moore voulait pas entendre parler de ce projet. Parce que Alan Moore ne voulait pas entendre parler de ce projet du tout. Merci à toi, Living for Dub, pour le 2e mois de sub. Et même en regardant ça, je me suis dit, mais parce qu'il y a un truc qui est de l'ordre du métatexte, qui est pas très important et qui ne change en rien la qualité de la série ou du livre ou de quoi que ce soit. Mais c'est vrai que je me souviens de Lindelof. Donc Lindelof, c'est les créateurs de la série, qui avait dit, merci beaucoup à toi, Captain Affetz, qui avait dit je sais que Alan Moore ne veut pas que j'adapte sa BD, mais comme Alan Moore, c'est un punk, je me suis dit, qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais été Alan Moore ? Eh ben, si j'avais été Alan Moore, j'aurais dit fuck you, Alan Moore, et j'aurais fait quand même le projet. Et ça, déjà, ça te prouve le délire de... Ah, coucou Romain, je t'avais pas vu. Je vous souhaite une très bonne nuit et un bon stream. À bientôt. Gros bisous à toi. Je t'avais pas vu, Romain Oulès. Mon camarade, je t'embrasse très fort. Mais donc, du coup, Lindelof, il a voulu faire whitelister, parce qu'en fait, je vous en parle un petit peu quand même. Je fais une parenthèse là-dessus, qui commence à être une grosse parenthèse d'ailleurs. En fait, Alan Moore, alors je sais plus si c'est depuis La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, ou je sais plus exactement, mais depuis une adaptation qui s'est mal passée d'une de ses œuvres, il a dit je m'en fous en fait que mes trucs soient adaptés ou pas, mais je veux pas toucher d'argent et je veux pas qu'il y ait mon nom dedans en fait. Donc il a dit vous pouvez adapter mes œuvres, je m'en bats les couilles, mais vous ne me donnez pas d'argent et vous ne mettez pas mon blase dedans. Ce qui est une preuve d'intégrité quand même assez puissante, parce que ça veut dire que le mec refuse des chèques alors qu'il a rien à faire. Alan Moore, il pourrait regarder son compte en banque augmenter sans bouger, juste s'il acceptait de mettre son nom dans les adaptations de ses œuvres. Et Lindelof, lui, voulait avoir l'aval Alan Moore, puisque le nom d'Alan Moore permettait à Lindelof de dire, vous avez vu, là c'est le seul projet validé par Alan Moore depuis Perpète, quoi. Merci beaucoup à toi, Lilo Yukayo, pour le sub que tu viens de prendre, que tu viens d'offrir, pardon, à Nika Idoka. Donc, mais du coup, en fait,
techniquement, il pourrait palper même sans mettre son nom, Artie, tu dis. Peut-être qu'il prend un peu, je sais pas. Mais je crois pas, non, je crois qu'il est vraiment en mode je m'en bats les couilles, je ne veux pas entendre parler de ça tellement ça me dégoûte que vous fassiez des films ou des productions audiovisuelles avec moi. Le truc, c'est qu'en fait, donc Alan Moore, il a un côté très je vous emmerde et je fais ce que je veux. Il a toujours eu ce côté-là, un petit peu punk. C'est le délire d'Alan Moore. Mais en fait, le truc, c'est que quand Alan Moore dit à un gros studio, à une maison mère comme DC ou à je ne sais pas quelle grosse société de production, va te faire foutre, je fais ce que je veux, on est dans une situation où c'est un auteur indépendant anglais, européen, qui dit va te faire foutre à une grosse entité qui est donc soit une boîte de prod, soit une structure d'édition, quoi, une grosse boîte. Mais en fait, quand Lindelof, par le biais d'HBO, dit va te faire foutre à Alan Moore, on est dans le cas quand même d'une énorme structure de production qui dit va te faire foutre à un auteur qui ne fait rien d'autre que te donner l'opinion sur le fait que son œuvre ne devrait pas être adaptée. Donc du coup, il y a eu ce moment où ce propos de Lindelof où je me suis dit mais le mec, non seulement il a rien compris, il a l'outrecuidance de manquer un peu de respect à Alan Moore, qui en plus est quelqu'un vraiment d'intègre, quoi. On peut être d'accord, trouvez pas ça bien. Le personnage d'Alan Moore, en plus, il arrête pas de dire allez vous faire foutre et tout, mais il est plutôt intègre. C'est quand même très troublant. Un mec comme Lindelof, quand vous le voyez en interview, qui dit quand même qu'il se met contre Alan Moore, quoi. Il va le mec se battre contre cette espèce de génie de la création qui est Alan Moore. Tout ce projet en fait est auréolé déjà de non sympathie dans mes yeux, quoi. En fait, je vois le truc, je me dis déjà il y a un problème avec la démarche du délire du mec, quoi. Et quand je vois le résultat, je me dis non, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais même, parfois, je me demande même si la figure du super-héros a un quelconque intérêt dans ce qu'il montre, quoi, dans la BD. Dans la série. Donc voilà. Donc non, j'ai pas aimé du tout Watchmen. Je m'en fous complètement de ce que fera. J'espère que. Enfin, non, c'est même pas que j'espère. C'est très cool s'il y a une deuxième saison ou une suite ou quoi, mais j'irai même pas la voir. Voilà, je m'en fous complètement. Monsieur Black Baba, tu dis quoi? Alors, la lettre qu'il lui a envoyée commençait par Here, Mr. Alan Moore, I am one of the bastards currently destroying Watchmen. Mais ça, alors putain, mais ça m'étonne pas, tu vois. Alors, je sais pas où t'as eu cette info. Ça, je sais pas où t'as eu cette info, je sais pas si c'est vrai. Mais en fait, ça déjà, tu vois, pour moi, ça me fait mal au cœur parce qu'en fait, évidemment qu'il blague, évidemment qu'il est pas en train de dire à Alan Moore de façon complètement cynique, je suis en train de niquer ton œuvre, c'est moi l'ordure qui est en train de niquer ton œuvre. Mais en fait, le second degré qu'implique cette phrase à prononcer, ça veut dire qu'il pense exactement l'inverse. C'est quand même le mec qui se prend pas pour de la merde, quoi. Genre, quand il dit c'est moi le connard qui est en train de niquer Watchmen, ce qu'il est en train de dire, c'est non, mais moi je t'ai compris, Alan. Il y a plein de mecs comme ça qui ont voulu t'adapter, mais eux, ils sont que pour le divertissement. Moi, je suis dans le truc sérieux. Et puis, en plus, ça ramène le truc au fait que Watchmen, dans la tête des gens qui comprennent pas complètement Watchmen, c'est une BD avec un style adulte et sérieux. Quoi. Et c'est pas vraiment ça, Watchmen. Ça va beaucoup plus loin que ça. Mais du coup, il y a ce côté très superficiel dans la compréhension que a Lindelof de l'univers Watchmen, qui, moi, est très, 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 très désagréable. Très, très désagréable. Il y a eu quelques films comme ça où j'ai été vraiment en désaccord fondamental avec la doxa, quoi, avec de l'époque. Je pense même qu'il est persuadé qu'il réécrit Watchmen et qu'il fait mieux que Moore. Olivier Rey-le-Gaulois. Je pense qu'il se prend pas pour de la merde. Je pense dans sa tête, il est en train de faire un truc de malade. Genre, il est, en fait, à minima, il doit être en train de se dire putain, je vais faire pour ma génération ce que Alan Moore a fait pour la génération des années 80, bousculer toutes leurs attentes. Mais en plus, le pire, c'est que ça arrive à un moment où, encore une fois, c'est 2020, on a vu beaucoup de relectures du mythe du super-héros sur la base de CD Vigilante. Là, il amène le côté effectivement suprémaciste blanc dans le délire, de façon aussi pas très bien comprise non plus, parce que du coup, il a pas compris que tous les personnages d'Alan Moore sont un peu fascistes, quoi. Il y a ce délire-là dans Alan Moore où ils sont tous très gris. C'est pas juste Rorschach, c'est un mec d'extrême droite, et il a pas compris cette dynamique-là aussi dans les personnages, qui est très troublant, quoi. Et aussi le truc des sentiments, quoi. L'amour dans Dr Manhattan, ça devrait pas être... Enfin, c'est bizarre, en fait. C'est très bizarre, Watchmen, la série. Merci beaucoup à toi, Too Much Chrysoto, pour le prime que tu viens de prendre. According to Moore, alors je lis une citation de LSN du God Gang qui cite je ne sais quoi. Qui cite un article sur Variety qui dit According to Moore, the showrunner sent him a letter during the HBO's show development and wrote Dear Mr. Moore, I am one of the bastards currently destroying Watchmen. Ouais, déjà, le mec, il est pas dans le bon bail, en fait, parce que je pense quand Alan Moore, il a reçu ça, il a fait
What a jackass, il a dû se faire. C'est quoi ce blaireau, wesh? Laisse-moi tranquille. Parce que, en fait, ça, c'est le genre de truc que t'envoies quand t'es un mec d'Hollywood. Quand t'es un mec d'Hollywood, t'as l'impression qu'on est tous potes. Et tu sais, t'envoies des trucs en mode, genre, on se connaît, on est dans le business, on est dans le show business et tout. Mais Alan Moore, il a dû, tu sais, parce que je crois qu'il vit en ermite, en mode, il est en haut d'une montagne, il médite. Alan Moore, il en a rien à foutre. Il a vu des trucs, à mon avis, dans sa tête que tu peux même pas comprendre. Donc, je pense qu'il est dans un autre bail. Il a dû recevoir la lettre du mec. Il fait, ouais, j'ai fait Lost. Ah ouais, rien à foutre. T'as fait Lost. Moi, j'ai écrit un bouquin, ça s'appelle Jérusalem, ça fait 7000 pages. Soit t'as fait Lost, quoi. Mais merci beaucoup à toi, Répertoire 8520, pour le Prime. Pas d'accord, c'est qu'un angle d'attaque du capitalisme et qui est vrai surtout pour les États-Unis. Tu réponds peut-être à quelque chose d'autre. Peut-être que tu ne me parles pas à moi. Monsieur Boom28, merci beaucoup pour ton Prime. Merci aussi à Faire à Monster pour le Prime. Ça déchire. Je veux pas défendre la série, mais Lindelof qui vient avec de bonnes intentions ratées, mais qu'ils écrivent à Alan Moore, c'est cool. Ils utilisent un super-héros noir qui vit dans un monde de super-héros racistes. C'est cool. Oui, mais ça, c'est cool, mais en plus, c'est des trucs que tu... Alors, déjà, je reprends ton message dans l'ordre. Lindelof vient avec de bonnes intentions ratées, mais qu'ils écrivent à Alan Moore, c'est cool. Mais en fait, ils écrivent à Alan Moore parce qu'ils veulent l'aval d'Alan Moore, parce que c'est un argument commercial. Je parle pas de Lindelof spécialement, je dis pas que c'est sa démarche. Mais les studios, évidemment que quand tu fais une série, un remake de Watchmen, quand t'as des centaines de milliers de trous du cul comme moi qui sont fans du truc, si tu mets le tampon Alan Moore au moment où sort la série Watchmen, c'est-à-dire après des années et des années et des années où Alan Moore a dit je ne greenlist rien, je veux qu'il n'y ait rien qui sorte sur ces licences-là, je veux pas que ça sorte. Donc si tu arrives avec Alan Moore qui a tout refusé par le passé, même les plus gros trucs et tout, il a refusé des cinéastes, je sais plus, il y avait Aronofsky, il y a plein de gens qui ont voulu adapter Watchmen, il a refusé tout le monde. Là, il t'arrive avec un truc qui est validé par Alan Moore, c'est un énorme argument commercial. Donc, je pense qu'ils ont surtout le nez creux, en fait, les mecs de HBO. Je pense pas du tout que ce soit une démarche de c'est cool, on va respecter ton œuvre. Parce que le mec a dit non et ils l'ont quand même fait. Tu vois, donc c'est pas genre on va montrer patte blanche pour être sympa avec lui et puis s'il dit non, bon, on n'insiste pas. C'est les mecs qui sont allés le voir pour avoir son tampon. Il a dit bon, mon tampon, je vous le donne pas. Et ils ont fait mais c'est pas grave, on va le faire quand même parce qu'après tout, on t'emmerde. Parce que si on avait été toi, on t'emmerderait. Donc, alors, le truc déjà est super chelou, tu vois. Mais non. Et un super-héros noir qui vit dans un monde de super-héros raciste, c'est cool. Oui, ça c'est cool. C'est sympa, mais je veux dire, ça fait pas un truc Watchmen en fait. Ça fait pas une œuvre importante, c'est une idée qui est contextuellement importante dans l'époque dans laquelle tu vis, mais qui est dans l'absolu. Tu vois, ça change quoi des super-héros noirs? J'en ai vu plein. Là, oui, il doit réagir face au racisme, mais bon, moi j'ai vu Meteor Man, quoi. Enfin bref, tout le monde s'en fout de Meteor Man. Merci à toi, Sean-Paul Jartre, qui me dit quoi? Salut les gens, on continue à soutenir notre streamer préféré. Merci beaucoup à toi, c'est trop mignon. Merci aussi à Phoenixat pour le sub que tu viens de prendre, vous déchirez tous. Merci aussi à Triptyque, toujours un plaisir de te voir, Karim, un plaisir à toi aussi. C'est super cool, vous êtes vraiment adorables. Voilà, mais du coup, il y avait Lars von Trier aussi dans le bail, Alan Moore. Voilà. Et puis, c'est encore une fois, il y a le côté un petit peu de... J'ai l'impression qu'il y a un ressenti dans la série de putain, c'est un truc de ouf, on fait un truc de super-héros, mais c'est un peu hardcore. Et tu fais, mais ça, c'est la norme en fait. C'est la zeitgeist, c'est-à-dire que tu fais un truc de super-héros un peu hardcore en 2020, tu fais bon. Merci beaucoup à toi, Dindon d'Organe, pardon. Je suis désolé de mal prononcer ton blast qui est pourtant absolument hilarant. Merci beaucoup à toi, Dindon d'Organe, pour le sub que tu viens d'offrir à Croque-Nice. Et bienvenue à toi, Croque-Nice. Donc voilà, donc ouais, moi ça m'a pas vraiment intéressé. Qu'est-ce que vous me dites? The Boys traite le même sujet que la série Watchmen et pourtant même la série Watchmen le traite mieux. Tu parles de la deuxième saison peut-être? Désolé de redemander, je viens d'arriver, mais du coup, est-ce que tu as déjà donné ton avis sur The Boys? Oui, j'ai dit, j'en ai parlé un petit peu, donc je vais pas en reparler. J'ai bien aimé la saison 1 vraiment et la deuxième un peu moins. Voilà, j'ai trouvé ça modeste, j'ai pas vu la 3. Voilà. Voilà. The Boys, mais qui est dans la continuité en plus The Boys de tout ce qui a suivi Watchmen, quoi. C'est ça qui a été très important dans le. En fait, c'est Watchmen, c'est le moment, c'est la première BD parce que j'étais déjà fan des Spider-Man, etc. Mais c'est la première fois que je lis une BD et je me dis ah putain, je crois que je viens de lire un truc important en fait. Et je m'y attendais. Et Akira, pareil. C'est parce que du coup, t'arrives devant un truc qui est plein de couleurs, qui est très pop et tout, et tu le lis et tu. Moi, j'ai pas très bien compris Watchmen au départ quand j'étais jeune quand je l'ai lu, mais je me suis dit putain, je suis sûr d'avoir lu un truc qui me dépasse, quoi. Au-delà de toutes les considérations politiques, machin, etc., qui étaient dans le bouquin et qui sont évidentes quand ça parle de la guerre froide et de Nixon, tu peux très vite comprendre que c'est des trucs politiques, etc. Mais sur le sens vraiment beaucoup plus
beaucoup plus profond de ça, quoi. Le personnage de Dr Manhattan, je trouve que c'est un sublime personnage. Rorschach aussi, et même tous en fait. Je trouve que c'est vraiment des personnages magnifiques qui sont tous dans une zone de gris. Il n'y a pas de notion de bien, de mal dans Watchmen. C'est la première fois que je voyais ça. Il y a vraiment des trucs qui te paraissent aller de soi. Et là, pour le coup, quand tu es un lecteur de comics, je pense à l'époque où sort Watchmen et que tu te retrouves devant ce truc-là, c'est très dur de ne pas se rendre compte que c'est une date importante, j'imagine, dans l'histoire des bandes dessinées, quoi. Merci beaucoup à toi, Badawan68. Je l'ai évidemment pas lu à sa sortie, j'étais pas né. Mais je l'ai lu plus tard, dans les années 2000. Début des années 2000, fin des années 90, je crois. Voilà. Bon, on va pas faire tout ça sur Watchmen, on va continuer un petit peu à discuter d'autres choses, même si là, ça fait 2 heures, donc on pourrait s'arrêter là. Mais je vais vous lire un petit peu pour terminer. Je reviens de toute façon jeudi pour une OP, donc soyez nombreux, parce que les OP, c'est ce qui fait que je peux me faire bien voir et faire du bif grâce à ça, et par conséquent, vous faire plus de live. Donc soyez nombreux jeudi, et ce week-end, pour les gens que ça intéresse, on continuera sur The Thing, et on parlera de Carpenter, etc., de plein de choses très intéressantes. Bon, bah super Karim, j'étais au milieu de la lecture de la BD, j'avais un peu lâché, bah je la réouvre. Fonce, franchement Watchmen, je trouve que ça a pas vieilli. Il y a des gens qui vont te dire ça. Un avis sur le comics Fight Club 2, tu sais que je l'ai jamais lu, Flash Blinking, mais c'est vrai que c'est écrit par Palahniuk, si je ne m'abuse, et enfin je l'ai jamais lu. J'ai commencé à la lire et je me suis dit, je me mettrai ça plus tard, et j'ai jamais terminé. Faudrait que je la lise. T'as déjà lu les Captain Atom de DC Comics dont t'es inspiré le Dr Manhattan? Non. Non, et tu sais que j'ai quasiment rien lu en fait de tous les personnages qui ont inspiré les. Tu avais lu les Sandman de Neil Gaiman? Oui, mais Sandman ça arrive plus tard, c'est plus facile à faire Sandman. Enfin c'est plus facile, c'est super. Mais c'est moins fou en fait. Parce que Watchmen, ça arrive à un moment où ça commence, parce qu'il y a aussi Batman Dark Knight Returns. Donc on est c'est dans l'ère de l'époque aussi, les trucs de comics qui se prennent un peu plus au sérieux. Mais un truc qui est à ce point radical dans la chose que ça montre, un truc qui te dépeint aussi violemment l'insignifiance de l'être humain, qui le fait de façon en plus, pardon, vraiment littérale. Il y a des répliques qui sonnent un petit peu comme des punchlines maintenant, parce que tout le monde les connaît, mais le fait que Dr Manhattan, par exemple, note à la télévision, en plus, dans la BD originelle, qu'un cadavre humain a le même nombre d'atomes, et par conséquent, pour lui, ça fait aucune différence, parce que lui a vu, justement, le monde, comprend les quantas, en fait, comprend les quarks et les électrons, c'est d'une puissance hallucinante. C'est le genre de truc, en fait, c'est pas juste c'est un petit peu violent et tout, c'est un comics un peu violent, c'est en mode ouais c'est ouf, on a le droit de faire ça. C'est le genre d'œuvre où quand tu le lis en fait tu te dis putain on a le droit de faire ça, c'est complètement ouf en fait, on peut faire ça et ça compte comme de la bande dessinée quoi. C'est un truc de malade. J'adore de ouf. Ça me donne envie de la relire la BD Watchmen. Et c'est ça qui est génial, c'est toute cette espèce de nuance dans les personnages aussi. Le personnage de Rorschach, il est passionnant, quoi. C'est une ordure, c'est un mec hyper violent, mais il y a cette espèce de délire dans le fond où tu te dis, mais en même temps, il y a des trucs où il tape juste, il y a des trucs, il a raison et tout. Et je pense en plus que c'est. Je pense qu'une des raisons importantes pour lesquelles la série Watchmen existe, c'est parce qu'à mon avis, Lindelof, il a dû lire la BD et se dire, putain, le personnage de Rorschach, il est un peu Trump. En fait. Et il s'est dit, je vais faire une série, mais que sur ça, quoi. Mais effectivement, en fait, il est un peu comme ça dans la BD, mais du coup, ça, c'est juste un tout petit truc dans la BD qui va dans plein d'autres petits trucs qui créent un truc hyper complexe, quoi. Pour moi, c'est pas le thème. Enfin, j'ai trop du mal. C'est long à lire, Watchmen, parce que tu le vends particulièrement bien. Moi, je trouve que ça passe tout seul, quoi. C'est un gros bouquin, mais je trouve que ça passe tout seul. De toute façon, en vrai, vraiment, qui que vous soyez, enfin... lisez, dommage que Alan Moore chie sur la série. Mais il chie sur la série, Alan Moore. Ah mais oui, putain, mais c'est Nico qui m'avait envoyé un article d'ailleurs où il disait, alors j'ai pas lu vraiment le propos de son truc, mais je sais qu'il a réagi récemment. Alan Moore chie sur la série, mais moi il n'y a pas de problème, moi je veux bien, je préfère écouter Alan Moore. Alan Moore chie sur tout. Mais après, tu vois, c'est parce que je sais que ça lui est reproché, ça, Matthew Hunter. Tu dis Alan Moore chie sur tout, mais en vrai, c'est juste... Il y a un moment, on peut pas reprocher aux artistes aussi d'être... Tu vois, j'ai l'impression que c'est genre... c'est putain, il est intègre, ce connard, quoi. Tu fais, bah... C'est pas bien, non? C'est pas... Alors, il est un petit peu jusqu'au boutiste dans sa démarche artistique. Mais en fait, la raison, c'est juste qu'il prend son art au sérieux. Et qu'il prend l'art au sérieux, en fait, globalement, quoi. Et que du coup, lui, quand tu prends ces univers et que tu t'en fais des objets de divertissement qui sont dénués du sens premier qu'il avait mis dedans, et que donc, du coup, on imagine que c'est une partie de lui-même qu'il a mis dedans,
Et du coup, ça le blesse, quoi. Et il réagit effectivement en étant un petit peu acariâtre. Et donc, le truc, c'est Alan Moore, c'est un connard, machin, etc. Mais c'est pas je pense que c'est juste quelqu'un de vraiment intègre, en fait, qui est vraiment sincère, qui a prouvé à de nombreuses reprises que c'est pas le chant des sirènes ou l'argent qui l'intéressait dans le business, et qui a toute légitimité, si tu veux, à gueuler sur des projets. En plus, il est pas payé pour. Je veux dire, c'est quand même, tu vois, moi, j'ai vu des gens aussi lui reprocher ça. Mais je trouve ça ouf, en fait. J'ai vu des gens lui dire, mais putain, mais t'as pas honte, Alan Moore, de respecter ton art? Est-ce que tu pourrais pas juste en avoir rien à foutre et t'amuser avec des gens qui font n'importe quoi pour se faire beaucoup d'argent Mais bon, non, j'ai pas envie, quoi. Tu vois, il a pas envie. Ta. Il y a une super vidéo de Alt-Shift X sur Watchmen. Je n'ai personnellement vu que le film Watchmen, je devrais essayer la BD. Alors si vous avez aimé le film Watchmen, il faut absolument lire la BD, parce que c'est en gros le film, mais en beaucoup plus jusqu'au boutiste dans ce que ça raconte, et sans le côté poseur qui en fait est quelque chose qui appartient au cinéma de Snyder plus qu'à l'histoire de base. Donc il faut absolument lire la BD, elle est fantastique. Ouais, je trouve ça. Alors, tu dis un truc très intéressant, c'est d'Assenroth, mais si je rentre dans ce débat-là, en fait, ça va prendre trop longtemps pour en discuter. Je suis tellement content que tu aimes les comics et que tu t'y connaisses vraiment. J'avais l'impression d'être le seul avant. Quand j'étais jeune, ça se lisait un petit peu quand même, mais c'était pas populaire d'aimer les comics, mais ça se lisait quand même. Il y a un côté vraiment naze dans le film qu'il n'y a pas dans le comics. Mais oui, parce qu'il y a ce côté vraiment comme ça un peu dans le film, quoi. Alors que dans le comics, c'est vraiment des personnages pathétiques en fait. Karim, de ce que je perçois, il est exigeant. Il vient pas dire que tout est bien, tout est beau, et ça, c'est pas en adéquation avec la société actuelle où il faut plus critiquer quoi que ce soit. Mais c'est surtout en fait que j'ai l'impression que c'est des fans, parce que du coup, c'est comme Scorsese, pareil, quoi, qui s'est fait. C'est qu'en fait, le fandom a dépassé. Il y a des fans de Lindelof. Je pense que ça lui vient de Lost. J'imagine, tu vois, et donc ils sont hyper outrés par le fait que Karim, il y a 10 minutes, on va pas tout faire sur Watchmen. Ouais, non, mais je vais arrêter. Effectivement, je vais arrêter de parler de Watchmen. On en a parlé déjà trop longtemps. Ça fait une demi-heure que j'en parle, là, plus que ça même. Donc voilà. Je trouve que la fin du film, dernier truc, je trouve que la fin du film dénature aussi la fin que l'on trouve dans le comics, presque en prenant le contre-pied de l'œuvre originale. Dark Nimbu, tu dis ça. Et en fait, quand je l'ai vu au cinéma, je me disais, bon, ok, je comprends ce changement de fin. Et en fait, plus le temps passe et plus je me dis, non, ce changement de fin, il est bête. Il change, en fait, drastiquement, je vais pas spoiler du coup, le sens de ce que dit la BD, en fait. Mais fondamentalement, ça change grave le truc, en fait. Donc voilà. Mais après, c'est pas grave, parce que j'en parle comme ça en disant, genre, je suis vénère, mais c'est parce que c'est une des rares adaptations. La plupart du temps, même quand c'est des films que j'aime bien à la base, genre Halloween, il y a les nouveaux Halloween qui sortent, je les aime pas. Mais je veux dire, c'est pas un truc aussi important pour moi que Watchmen, et du coup, ça m'a pas fait le même effet. Où c'est la première fois qu'un remake moderne, en fait, m'a fait me dire, putain, là, il a rien compris, quoi. En fait, ce mec-là, qui a fait ce truc-là, il a rien compris du tout. Et c'est pas en genre, moi, j'ai compris, parce que moi, je me serais jamais osé à faire une adaptation Watchmen. Parce que j'ai bien compris qu'il voulait pas qu'on le fasse, quoi. Et du coup, je laisse les gens tranquilles. Mais du coup, j'aurais fait une merde infecte si j'avais été. Mais au moins, j'aurais essayé de faire un truc qui comprend les thématiques de base. Lui, il en a rien à foutre, quoi, Lindelof. Il est en mode, mais je m'en bats les couilles. Il a, à mon avis, à donf dans son délire de j'ai fait Lost, je suis un génie, quoi. Et non, je peux pas, c'est horrible. Et il aurait pu l'appeler Watchmen autre chose, quoi. C'est pas. Moi, maintenant, quand je dis Watchmen, je suis obligé de préciser pas la série, quoi. Pas la série. En même temps, tu me dis, le film s'appelle aussi Watchmen. Enfin voilà. Donc c'était et Scorsese du coup. Oui, Scorsese du coup, c'est vrai qu'il s'est fait casser la gueule au moment où il a osé dire qu'il aimait pas les films Marvel. Qui même pour moi, qui suis un fan de comics, vraiment, j'ai envie de leur dire aux gens, mais c'est Scorsese quoi. Ah, c'est le mec, il a fait La Dernière Tentation du Christ. Le mec, il connaît le cinéma. Enfin, tu vois, c'est genre. Il sait quand il dit un truc, c'est pesé. Et il les a vus en fait, les films dont il parle. Il regarde tout Scorsese. Donc il sait de quoi il parle. Et c'est vrai que c'est terrible de voir des gens quand même envoyer chier Martin Scorsese au-delà de l'aura, parce que moi je suis pas non plus pour les couronnes abstraites, tu vois, ça reste un être humain et s'il peut dire des conneries, on peut dire qu'il dit des conneries quoi. Mais il y a un tel truc de ouais, comment il ose, c'est un truc de ouf, il dit du mal de Marvel. Et après, il y a un mec, il a fait un film en pompant tout le cinéma de Scorsese, un film de super-héros, il a pompé à balle le cinéma de Scorsese et tout le monde a dit que c'était génial. Parce qu'ils n'avaient pas vu les originaux et qu'ils ont trouvé que c'était joliment fait. Voilà. Mais ouais, non, moi ça me.
Vous pouvez juste me dire ce que Karim n'aime pas. Vous allez rester sur Watchmen sur tout le truc. J'aime pas du tout la série, j'aime pas trop le film et je suis hyper fan de la BD. C'est une des meilleures BD du monde. Non, mais il a raison, Scorsese. Les films Marvel sont la lie du cinéma actuel et pourtant j'adore les comics et les super-héros, mais là faut arrêter. Alors moi je vais te dire, Lou Bloom, tu sais, franchement, je suis pas complètement d'accord avec Scorsese. Et notamment dans ce côté un peu de dire bon bah c'est du cinéma ou c'est pas du cinéma. Je comprends ce qu'il veut dire dans le fond, mais je suis pas d'accord avec lui parce que je trouve qu'en fait il y a vraiment des bons films dans le MCU. Voilà, moi je pense ça. Mais c'est aussi parce que j'ai un avis qui est que je suis un fan de bande dessinée et tout. Je suis un fan du matériau de base. Mais pour autant, il me viendrait pas à l'idée, si tu veux, d'aller sur internet pour dire putain Scorsese, t'as pas honte de dire ça, toi t'es un vieux, t'as rien fait, de toute façon on s'en bat les couilles. Et tu fais mais il y a pas une seule personne chez Marvel qui a l'intégrité de Scorsese, quoi. Il n'y a pas une seule personne chez Marvel qui aime le cinéma autant que Martin Scorsese aime le cinéma. C'est-à-dire le mec a consacré sa vie, son existence à ce truc-là, tu vois. C'est quand même très compliqué d'arriver en lui disant non mais Scorsese, tu sais pas ce que tu dis. Il a un point de vue avec lequel je suis pas complètement d'accord fondamentalement, mais c'est pas possible d'entendre des choses pareilles, quoi. Tu penses auquel des films Marvel? Par exemple, moi j'aime bien le premier Captain America. Je trouve que il est très honnête pour le coup comme film. J'aime bien le premier Iron Man aussi. J'aime bien le Sam Raimi, je le trouve sympathique. Je trouve qu'il y a quand même des trucs sympathiques dedans. Puis après, ça va être des scènes un peu réparties dans les films, plus ou moins. Hop. Qu'est-ce que vous me dites? Mais des fois, ça peut donner des trucs incroyables de louper le sujet de l'œuvre originelle. Il y a des exceptions, Shining, Starship Troopers, Forrest Gump et sûrement plein d'autres qui sont très éloignés des propos et des thèmes des œuvres que ces films adaptent. Forrest Gump, le bouquin est odieux, c'est une horreur. Oui, mais c'est pas, en fait, c'est pas juste, je sais pas si tu m'as compris. C'est pas le fait que la série, je vais arrêter d'en parler, hein, vraiment, parce que là, depuis tout à l'heure, je dis que j'arrête d'en parler, je continue d'en parler. C'est pas le fait que ce soit différent, c'est le fait qu'il n'ait pas compris ce que ça racontait et que du coup, il raconte un truc qui est beaucoup moins puissant, en fait, en termes de thème global. C'est-à-dire que toute la dimension métaphysique, en fait, de qu'est-ce que c'est que être un être humain, c'est pas une question qui est du tout indiquée dans le film. C'est vraiment un truc sur la société américaine moderne, quoi. C'est un truc sur les années 2010 aux États-Unis. Voilà. Donc, si tu veux voir une série sur ce qui se passe en termes dans les années 2010 socialement aux États-Unis, tu as la série Watchmen. Mais c'est pas du tout. C'est quelqu'un qui a, en fait, c'est l'adaptation de quelqu'un qui a lu superficiellement la BD. C'est ça que je reproche. C'est pas le fait que ce soit différent. Merci à toi, Klim, qui a pour le Prime aussi, tu déchires. On voit que tu es profondément passionné par le cinéma et les comics. Tu saurais situer d'où ça vient? Question un peu perso, désolé, mais je suis curieux. Non, mais c'est parce que j'en lisais beaucoup quand j'étais petit, des comics, et le cinéma, c'est parce que j'ai grandi avec, en fait. Parce que j'adorais regarder des films. Je sais même pas, il n'y a pas d'autre explication que ça. En même temps, le roman Starship Troopers est un vrai pamphlet militariste et très fasciste totalitaire. Faire tel quel en film, c'est mort. Oui, alors ça c'est connu effectivement que le film Starship Troopers est en fait une version qui prend en dérision le bouquin de base de Heinlein. Mais voilà. Première fois sur ton live, tu viens de gagner un fan. J'ai jamais vu ou lu Watchmen, mais ta passion est contagieuse. Ah, c'est adorable, c'est très gentil. Merci beaucoup. Et Klimka, tu me dis quoi? Merci à toi pour toutes ces soirées, Karim. Écoute, de rien, tu fais super plaisir. Et Akira, ça t'a choqué comment? Mais Akira, je l'ai découvert, j'étais vraiment jeune, je l'ai découvert à la médiathèque de ma ville. Je vais pas tarder à y aller. J'ai découvert la médiathèque de ma ville. En fait, j'allais lire une bande dessinée, comme je faisais parfois, mais genre avec Astérix ou des trucs comme ça, quoi. Et en fait, je suis allé au deuxième étage, parce que le premier étage, c'était là où il y avait les livres pour les gosses. Et le deuxième étage, c'est là qu'il y avait les romans et les comics, les mangas, etc. Donc les bandes dessinées, tout ce qui était dessin pour adultes, un peu. Merci beaucoup à toi, Jvi01, et merci aussi à toi, Doug 33 000. Vous déchirez de ouf. Et du coup, je me suis retrouvé face à Akira et j'ai commencé à lire Carbone Fennec, tu dis bonsoir d'Algérie, on t'adore, je t'embrasse très très fort et j'embrasse toute l'Algérie. Et en fait, quand j'ai lu Akira à la médiathèque, je me suis dit, mais c'est fou en fait. Je connaissais pas bien les mangas en fait. Je savais pas trop ce que c'était que les mangas. Je comprenais pas que c'était un truc aussi vertigineusement intéressant. Parce que Akira, c'est là où j'ai été halluciné en fait. C'est par la densité, la complexité et la sophistication de tout. C'est-à-dire qu'il y a rien dans Akira qui est pas intricate and detailed, comme on pourrait le dire en créant des prompts sur Stable Diffusion. C'est vraiment d'une complexité hallucinante et je me suis retrouvé par rapport à cette œuvre qui est à la fois une œuvre d'anticipation, pareil, hyper profonde, hyper intéressante sur ce que c'est que d'être un être humain, sur tous ces trucs-là, par le biais de la pop culture. Donc je me suis quand même amusé en le lisant, mais exactement comme pour Watchmen, c'est une BD où je me suis dit, ça me dépasse. Ce que je lis me dépasse complètement. Voilà, qu'est-ce que vous me dites ?
T'as tiré le. T'as certains mangas qui sont des bouts infâmes. Bravo pour la chance. Mais il était bien mis en avant aussi dans la médiathèque. Donc je remercie les gens qui s'occupaient de cette médiathèque. Mais en fait, il y avait 14 gros. Vous savez, c'est les versions couleurs. C'est pas celles que j'ai. Là, ça, c'est les versions noir et blanc originales. Mais les versions couleurs, c'est genre. Ils sont plus gros. Et genre, ils étaient tous là, 14 tomes. Enfin, c'est 13 tomes plus un artbook en fait. Mais du coup, il y avait les 14 tomes qui étaient rangés là et ça avait l'air important et précieux. Et du coup, j'ai lu le truc. J'étais mais comme un ouf. J'étais comme un ouf. Comme un ouf. Et après, j'ai vu le film. J'ai fait oh putain. Et ça a été un des premiers trucs. Voilà, ça, c'est une adaptation folle quand même. Et pourtant, ça bout. Alors, on peut être déçu face à l'adaptation d'Akira. Ça enlève plein de trucs de la bande dessinée, mais ça garde un petit peu la substantifique moelle de la bande dessinée. J'adore aussi. Alors, Berserk, je connais pas du tout. Et tout le monde me dit que c'est une honte que je connaisse pas du tout et que c'est absolument merveilleux. Je suis ami avec beaucoup de fans de Berserk, en fait, qui arrêtent pas de me répéter qu'il faut que je regarde Berserk. Parce qu'en plus, j'adore Elden Ring, Dark Souls, etc. Donc, évidemment, tout le monde me dit, tu vas kiffer. Tu vas jamais t'en remettre, c'est incroyable. J'ai appris que c'était le mec qui faisait la musique de Berserk. En plus, c'était le mec de Paprika et tout. Je suis hyper chaud à l'idée de voir ça. T'as bien aimé Ghost in the Shell, l'animé, bien sûr, bien sûr. Ça a été aussi un grand classique à l'époque. Moi, Ghost in the Shell, Gun, tous ces trucs-là, c'est vraiment des trucs de quand j'étais jeune en VHS. Je trouvais ça fantastique. Merci beaucoup à toi, Choum, pour le Prime. Et Ghost in the Shell 2, Innocent, c'est absolument merveilleux. Absolument merveilleux. Voilà, c'est vraiment vraiment fantastique. Qu'est-ce que vous dites? Complètement d'accord sur Akira, l'adaptation est dingue et garde la substance des BD, mais c'est le même mec qui a fait les deux, donc c'est un peu normal. Mais c'est pas tant que ça, parce qu'il l'a fait avant que la BD soit finie. Il l'a fait pendant qu'il faisait la BD en fait. C'est ça qui est assez ouf avec Akira. Et Akira, je l'ai repassé au cinéma, au Forum des Images lors de mes projos. C'était complètement ouf. Pour tout vous dire, quand c'est passé, on l'a passé à la colo Panic Chroma, je ne sais plus de quelle année. Mais je me souviens de... souvent dans les colos, comme on passe 20 films sur 4 jours, en fait, je dors très peu. Je suis tout le temps là-dedans à fond. Et là, sur le dernier truc, on passait Akira à la fin. Donc mais sur les rotules, j'étais hyper claqué. Et je me disais, non, il faut que j'aille me coucher. En vrai, je voulais profiter de la projection d'Akira, comme je connais le film par cœur, pour aller me coucher, en fait, et dormir 1 heure pour pouvoir revenir et parler du film après le film. Donc, dans une autre salle. Mais du coup, en fait, je me suis dit, bon, allez, je regarde juste le début, quoi. Juste la scène de poursuite. Et après, je vais dormir une petite heure et je reviens. Et j'ai pas réussi en fait. J'étais vraiment au bout de ma vie. Hein. J'étais vraiment en mode c'est dur. Et j'ai pas réussi à quitter mon siège tellement j'en ai pris plein la gueule. C'était complètement ouf. J'ai trouvé ça incroyable. Et c'est marrant comme la sophistication en termes de. Parce que c'est hyper dense la façon dont c'est dessiné Akira. Il y a beaucoup de détails un peu partout. C'est complètement ouf à regarder. Et c'est amusant qu'il se soit offert la même complexité dans l'animation en fait. Je trouve que c'est magnifique d'avoir fait ces trucs en 70 mm, parfois en 24 images par seconde pour certains plans, certains trucs. C'est vraiment, vraiment complètement ouf. C'était fantastique ce film. Si tu aimes les animés vertigineux, regarde Evangelion. Mais j'ai vu Evangelion. C'est à la fois intimiste et ça parle de l'origine de l'humanité avec une fin un peu Lovecraftienne. Tout à fait. Et c'est génial, Evangelion, effectivement, c'est absolument fantastique. Hein. J'ai beaucoup chanté le générique d'Evangelion en phonétique. Zankoku na tenshi no tensei madobe kana yagate tobitatsu otobashiru atsui patosu de omoi me no ureniru nara. Voilà. Phonétique. Vous n'avez reconnu aucun mot. Je ne parle absolument pas japonais. Mais c'est fantastique. Fantastique série avec un très très bon générique. Voilà. Alors, donc, à quand la suite d'Immortality, Karim? Cœur sur toi et amour, mais je peux pas parce que c'est relou, parce que j'ai trop peur de me faire censurer Immortality. Alors, Maël, Georges, tu me dis quoi? J'ai un gros problème avec Akira. Je ne ressens pas ce que tu ressens. Le truc de ça me dépasse. J'ai l'impression de tout comprendre. Et à la fin, je me dis, ok, j'aurais absolument adoré si j'en avais quelque chose à faire des personnages. Et ça m'embête vraiment parce que je vois le potentiel. Je comprends de loin ce que tu ressens. Et j'aimerais ressentir ça, mais je suis hyper détaché. Ça c'est que parfois, on n'aime pas les trucs. En fait, vous laissez pas faire par Internet, quoi. Parce que Internet vous apprend, vous essayez de vous faire croire que genre avoir une opinion, quelle qu'elle soit, c'est comment dire, vous avez le droit d'avoir des opinions en fait. Ce qui est absurde, c'est d'avoir des certitudes. Genre, vous laissez pas avoir par ça parce que vous avez le droit de développer l'idée que vous voulez en fait. C'est simplement essayer de pas être persuadé par ego, en fait, que vous avez raison de façon absolue, péremptoire. Tout ce que je dis sur la série Watchmen est potentiellement complètement faux. Il n'y a pas de problème et je suis tout à fait ouvert à entendre des gens qui ont des contre-arguments à m'amener, mais vraiment avec grand plaisir, quoi. Ne restez pas, parce qu'en fait, du coup, maintenant, je vois bien comment fonctionne le délire,
Merci beaucoup à toi, Bobo Vénitien, pour le Prime. C'est qu'on est dans une ère quand même beaucoup de très prosélyte. Et que les gens ont envie de faire avancer leur chapelle. Ils ont envie de convaincre les gens autour d'eux qu'ils ont raison. Par pur ego. C'est vraiment le seul truc qui est la source un petit peu de cette pensée-là, c'est de l'ego. Ils ont envie de dire bah non, mais moi j'ai plus raison que toi, parce que selon eux, potentiellement, ça devrait faire d'eux sûrement de meilleurs êtres humains. C'est pas le cas. Et en vrai, tout ce que je dis sur ce que j'aime ou ce que j'aime pas, et que si vous vous dites genre putain, en fait j'ai pas du tout les mêmes opinions que lui, peut-être j'ai tort, en tout état de cause, il y a de fortes chances pour que vous ayez raison. C'est pas du tout, j'ai aucune vérité absolue. Moi, je trouve ça très bien d'avoir des convictions, je trouve ça super d'avoir des opinions, et je trouve ça assez triste d'imaginer avoir des certitudes. Donc, vous laissez pas avoir, vous avez le droit d'avoir les opinions que vous voulez, vous avez le droit vous n'avez pas à vous excuser, en fait, de dire, mais moi, j'aime pas ça, et tout, machin. Si t'as pas ressenti le truc, et que toi, t'étais pas dans le mood, ou que t'as trouvé quelque chose de pas intéressant, c'est très bien, et ça veut pas dire que t'as tort. Pebble TV, merci beaucoup pour ton Prime, tu déchires. Donc, soyez bienveillants, soyez cool, quoi. Arrêtez de vous embrouiller pour des conneries comme ça, on s'en bat les couilles. C'est pas grave d'aimer ou pas Akira ou Watchmen la série, on s'en fout, en fait. Par contre, c'est intéressant d'en discuter, puisque dans le processus de conversation, il va y avoir plein de choses qui vont nous faire parler d'art, de ce que c'est que nos vies, etc. Et ça peut être vraiment cool. Alors que si vous terminez les débats en disant non, j'ai raison, c'est pas bien, et toi t'as tort parce que t'es un con, et ben en fait vous avez rien appris sur rien, vous êtes juste dans vos convictions un peu connes, et donc vous ne faites pas avancer le monde. Après, est-ce que vous avez vraiment envie de faire avancer le monde? Je ne sais pas. Voilà, alors tout ça pour dire que je vous aime très fort et que là je vais y aller puisque ça fait 2h30 que je stream et que c'est quand même 2h26 que Karim est debout, ça va tirer sur les jambes. Demain, tu me dis Malandreyo, mais tu sais quoi? Je suis très content d'avoir ce bureau assis debout pour pouvoir être debout parce que moi je déteste être. J'ai appris à en avoir marre d'être trop assis en fait. C'est chiant d'être trop assis et c'est très mauvais pour la santé. Donc je suis très content de pouvoir faire ce live de bouche. Voilà. C'est hyper cool. On peut utiliser ton karaoké pour de l'opening, pour mon alerte de stream. Fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux, monsieur Black Baba. C'est libre de droit, t'inquiète. Karim, tu es fichtrement intéressant. Possèdes-tu le moindre défaut? Des toutes petites couilles, malheureusement. Des couilles microscopiques. Voilà, je sais pas pourquoi je suis allé sur ça. C'est parce qu'il est tard et que du coup je me lâche et je me permets ce genre de trucs un peu vulgaires. Je me permets souvent des trucs très vulgaires et j'en suis absolument désolé. Mais c'était un vrai plaisir en tout cas d'être avec vous pour regarder quelques bandes annonces et c'était hilarant. C'est un défaut. Ça dépend ce que tu apprécies après, effectivement. Allez, je vais vous embrasser très fort et aller faire autre chose, surtout dormir en fait. Mais peut-être avant, me faire une délicieuse part de mon magnifique cake au potiron, cannelle, gingembre, noisette. Fantastique. Un petit gâteau automnal. Ma copine m'a dit, ce gâteau sent le réconfort quand il est sorti du four. Donc il est vraiment très bon, il est hyper bon. Je vous donnerai peut-être la recette, parce que c'est une recette que j'ai trouvée sur internet, hein, c'est pas moi qui l'ai inventée, mais il est vraiment très bon. Merci beaucoup à toi Fram pour le Prime, tu déchires de ouf. Et je vous fais des gros bisous, je vous dis à tout bientôt. Donc jeudi, j'ai une OP sur un jeu qui en plus m'intéresse de ouf, donc ça va être vraiment cool. Ça sera en compagnie de mon bon ami et collègue Sébastien Rassia. Merci à toi Grimlock aussi pour le Prime, tu déchires de ouf. Et ce week-end, on se retrouve pour parler de The Thing, pour parler de Carpenter, pour parler de plein de choses super intéressantes. J'imagine qu'on se retrouvera aussi ponctuellement pour regarder des conneries comme ça dans la foulée, ça peut être toujours sympa. Moi je vous fais des gros bisous. Est-ce que je peux raid quelqu'un? Est-ce que ça peut faire plaisir à quelqu'un que je le raid? Hop, je leur ai dit dead. Bougez pas, les amis, ne bougez pas. No bougamos. No los boujaran. Je vois qu'il y a de la bouge à sax, là. Ça suffit. Hop. Je vais sur Twitch. Je vais sur Twitch. La vraie référence. Tiens, si ce serait pas Mister Gilet tranquillement en train de jouer à Mario Kart 8 Deluxe tout en fumant du crack, eh ben, je vais vous envoyer chez lui. Vous lui ferez des gros bisous, vous lui dites que je l'aime très fort, forcément. C'est Mister JD, vous savez que je l'aime très fort. Merci beaucoup à toi, Thibaut versus Harvey, pour le sub que tu viens de prendre. Tu me dis bonjour et bonne soirée. Bonne soirée à toi. Hop, les amis. Hop, les emmerdes. Hop. Allez, je lance un raid. Vous faites des gros bisous à Mister JD dans pas longtemps. Je vous envoie incessamment sous peu. Vous lui dites que je l'aime et vous lui dites que je suis sûr qu'il joue très bien à Mario Kart et que c'est avec un plaisir que j'y jouerai avec lui dans le futur. C'est quoi la recette du cake, bordel? En gros, c'est du potimarron, de la cannelle, du gingembre, des œufs, de la levure, de la farine, un peu de sucre roux, voilà, et plein d'autres trucs. Voilà. Mais je vous aime très fort, je vous embrasse. Ciao à tous, salut, bisous.